Donc ici, nous allons nous intéresser à la transmission synaptique. Donc pour revenir au contexte physiologique, nous avons vu dans le diaporama précédent comment le potentiel d'action était émis et se transmettait dans les neurones sensoriels, notamment dans le cas du neurone nociceptif. Ceux-ci vont rentrer dans la moelle épinière, ces neurones nociceptifs, et établir des connexions synaptiques avec les interneurones de la moelle épinière qui donc réalisent l'intégration de l'information. Donc la transmission synaptique, c'est une zone de communication entre deux neurones. Donc nous allons essayer de savoir comment les neurones réalisent la transmission du message entre elles, en prenant par exemple le cas de la circuit de la douleur, mais du coup cette transmission synaptique sera valable quels que soient les circuits neuronaux. Donc là nous sommes dans la phase de la transmission synaptique. Donc grand 4, la transmission synaptique entre deux neurones ou un neurone et une cellule cible. Quelles sont les fonctions des différentes synapses? Alors, les synapses, elles assurent la transmission du message, par exemple le message nociceptif, entre deux neurones et le neurone et sa cellule cible, qui peut être un muscle ou une glande. Il y a donc un changement de messager puisqu'il y a interruption de l'axone entre les deux neurones. Le messager initial était un potentiel d'action qui se transmet le long de l'axone et à l'extrémité axonale, l'arrivée d'un potentiel d'action va permettre de libérer dans l'espace entre les deux neurones qu'on appelle la fente synaptique des neurotransmetteurs qui sont des molécules chimiques. Donc on passe donc d'un messager électrique, le potentiel d'action, à un messager chimique. Vous connaissez par exemple comme neurotransmetteurs l'acétylcholine et la noradrénaline que nous avons vus pour le système nerveux périphérique moteur autonome. Donc le neurone 1 transmet des potentiels d'action de son corps cellulaire vers l'extrémité axonale. Au niveau de l'extrémité axonale, l'arrivée des potentiels d'action va permettre de libérer par exocytose, c'est-à-dire que ces petites vésicules vont fusionner avec la membrane pour libérer les neurotransmetteurs. Le messager chimique neurotransmetteur diffuse dans l'espace entre les deux neurones et se fixe à des molécules réceptrices sur la surface du neurone 2, donc du neurone cible, et ceci va permettre d'induire l'émission d'un potentiel d'action dans le neurone numéro 2 par la suite. Toutes les synapses sont formées de 3 éléments structuraux. Tout d'abord, un élément présynaptique qui donc correspond à l'élément émetteur des neurotransmetteurs. Il s'agit de la terminaison axonale du neurone présynaptique. Cette terminaison axonale est en contact avec le dendrite du neurone récepteur, le neurone postsynaptique. Alors dans certains cas, ce n'est pas un neurone, mais c'est une cellule musculaire qui est l'élément récepteur. Et entre les deux se trouve un espace de quelques nanomètres que l'on appelle la fente synaptique dans laquelle seront libérés les neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine ou la noradrénaline. Vous pouvez compléter votre schéma. Le neurone présynaptique contient dans son extrémité axonale des éléments fondamentaux qui sont des vésicules de neurotransmetteurs. Ce sont des petits sacs délimités par de la membrane qui contiennent donc le neurotransmetteur en grande quantité. Ces vésicules de neurotransmetteurs sont capables de se déplacer dans la terminaison axonale et de venir fusionner avec la membrane plasmique pour libérer le neurotransmetteur dans la fente. C'est ce qu'on appelle l'exocytose. À noter également, les neurones présynaptiques contiennent au niveau de leur terminaison axonale des canaux calciques voltage dépendants. Ce sont des canaux qui s'ouvrent lorsque un potentiel d'action arrive. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont voltage dépendants. Et qui font rentrer du calcium à l'intérieur de la cellule. Et ce calcium est fondamental pour l'exocytose des vésicules de neurotransmetteurs. En ce qui concerne le neurone postsynaptique, ce qui est important de noter, c'est qu'il contient des canaux ioniques dépendants du neurotransmetteur. Donc ce sont des canaux qui sont en même temps des récepteurs aux neurotransmetteurs, qui sont capables de fixer spécifiquement le neurotransmetteur. Et lorsque le neurotransmetteur s'est fixé, ces canaux s'ouvrent et font rentrer du Na+, notamment. Alors après, ça peut être aussi d'autres ions. On verra que ça peut être également des ions chlorure. Revenons un peu sur le fonctionnement de ces canaux ioniques récepteurs aux neurotransmetteurs. Ils sont présents sur l'élément postsynaptique, sur la membrane plasmique de l'élément postsynaptique, qui peut donc soit être le dendrite d'un neurone, soit ça peut également être la membrane d'une cellule musculaire. Donc ce sont des canaux ioniques dépendants du neurotransmetteur. Si le neurotransmetteur est absent,
le canal est fermé. Si le neurotransmetteur est présent, celui-ci se fixe de manière spécifique sur le canal récepteur et le canal s'ouvre, ce qui permet une entrée d'ions, soit des ions chargés positivement, soit des ions chargés négativement à l'intérieur de la cellule. Nous avons donc maintenant tous les éléments pour décrire le fonctionnement de base d'une synapse. Les différentes étapes sont numérotées sur le schéma. Donc c'est vraiment un schéma à connaître et à comprendre surtout. Dans l'élément présynaptique, dans le neurone présynaptique, l'arrivée d'un potentiel d'action en A induit l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants qui s'ouvrent lorsque le potentiel d'action arrive. Le calcium rentre donc à l'intérieur de la cellule. Les vésicules de neurotransmetteurs sont sensibles à ce calcium et grâce au calcium vont pouvoir se déplacer jusqu'à la membrane et fusionner avec la membrane. Donc en étape numéro 4, vous avez l'exocytose des vésicules de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, les petits points verts qui sont donc stockés dans les vésicules, sont libérés dans la fente synaptique, diffusent jusqu'à la membrane postsynaptique du neurone ou de la cellule musculaire et se fixent sur le récepteur canal ionique. Une fois qu'il se fixe sur ce récepteur canal ionique, le canal va s'ouvrir, ce qui permet une entrée d'ions Na+ à l'intérieur de la cellule. Les ions Na+, étant donné qu'ils sont chargés positivement, induisent une dépolarisation au niveau de la membrane de l'élément postsynaptique que l'on appelle donc un potentiel postsynaptique excitateur. Donc potentiel postsynaptique parce que c'est une dépolarisation qui se produit au niveau de l'élément postsynaptique et excitateur puisque en dépolarisant la membrane, cela rapproche du seuil d'activation des canaux Na+, qui sont responsables du potentiel d'action, qui sont aussi présents sur la membrane du neurone, mais pas au niveau de la fente, juste à côté, pas au niveau de la synapse, juste à côté, et qui pourront donc être stimulés dans leur ouverture si le seuil est atteint. Donc on dit que ce potentiel postsynaptique est excitateur parce qu'il peut potentiellement favoriser l'apparition d'un potentiel d'action. Donc souvent vous faites une confusion. Les neurotransmetteurs se fixent sur les canaux et ce sont des ions qui rentrent dans la cellule. Ce ne sont pas les neurotransmetteurs qui rentrent dans le neurone postsynaptique. Et comme les ions Na+ sont chargés positivement, c'est eux qui induisent la dépolarisation à l'origine du potentiel d'action. De manière plus schématique, nous pouvons résumer le fonctionnement des synapses de cette manière. L'arrivée d'un potentiel d'action dans la terminaison axonale induit l'exocytose des vésicules des neurotransmetteurs, et ce via l'activation des canaux calciques voltage dépendants. Le neurotransmetteur diffuse dans la fente et se lie au canal ionique dépendant du neurotransmetteur, ce qui induit son ouverture. Maintenant, on peut envisager deux cas. Le cas d'une synapse excitatrice, celle que l'on vient de décrire. L'ouverture du canal ionique dépendant du neurotransmetteur induit dans ce cas-là l'entrée de charges positives dans la cellule, parce que ces canaux ioniques sont spécifiques du Na+, c'est-à-dire ne laissent rentrer que le Na+. Donc comme le Na+ contient des charges positives, cela induit une dépolarisation au niveau de la membrane postsynaptique, et donc c'est ce qu'on appelle un potentiel postsynaptique excitateur, qui rapproche du potentiel seuil d'émission d'un potentiel d'action. Mais il existe également, dans certaines parties du corps, des synapses inhibitrices. Donc les synapses inhibitrices se produisent lorsque le canal ionique dépendant du neurotransmetteur est spécifique d'anions, c'est-à-dire d'ions chargés négativement, par exemple comme les ions chlorure Cl-. Lorsque le canal ionique fixe le neurotransmetteur, ceci induit l'entrée de charges négatives dans la cellule et donc comme on l'a vu pour le potentiel d'action, si on injecte des charges négatives dans un neurone, cela induit une hyperpolarisation, c'est-à-dire on descend le potentiel de membrane sous la valeur de moins 70 millivolts et donc ça éloigne du seuil d'émission de potentiel d'action. Et donc pour cela, on a appelé cette variation du potentiel de membrane un potentiel postsynaptique inhibiteur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une synapse est inhibitrice ou excitatrice? En fait, cela dépend de la nature du neurotransmetteur. Certains axones possèdent à leur extrémité axonale des neurotransmetteurs dits
inhibiteurs, par exemple le GABA ou la glycine. Ce sont des neurotransmetteurs inhibiteurs qui possèdent donc des canaux ioniques spécifiques qui font rentrer des ions chlorure à l'intérieur de la cellule, donc des charges négatives. La libération de GABA et la fixation sur la cellule cible induit donc une hyperpolarisation de la membrane, ce qui tend à l'éloigner de l'émission des potentiels d'action et donc met le neurone au repos. Après, il existe des neurotransmetteurs qui sont excitateurs, comme l'acétylcholine, la noradrénaline, l'adrénaline. Ces neurotransmetteurs donc, sont stockés à l'extrémité axonale et lorsqu'ils sont libérés, se fixent sur des canaux qui sont spécifiques à des cations, par exemple du NA+, qui fait que l'entrée de ces cations dans la cellule va induire une dépolarisation de l'élément postsynaptique et va favoriser le rapprochement du seuil d'émission de potentiel d'action. Alors, le codage va se faire également en concentration de neurotransmetteurs. Plus les neurotransmetteurs seront libérés dans la fente synaptique, donc plus il y aura de potentiels d'action qui seront émis au niveau de l'élément présynaptique, plus les canaux postsynaptiques s'ouvriront et permettront une entrée d'ions importante. Donc l'amplitude de la dépolarisation et de l'hyperpolarisation sera variable en fonction de la concentration de neurotransmetteurs qui sera libérée dans la fente. Donc vous voyez donc que dans la synapse, on a un changement de messager. On passe du potentiel d'action à un messager chimique, le neurotransmetteur. Et le codage ne se fait pas donc en fréquence de potentiel d'action, mais il se fait en concentration de neurotransmetteurs. Maintenant, résumons comment l'on passe d'un potentiel postsynaptique à un potentiel d'action. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la transmission synaptique entre une cellule musculaire et un neurone. Donc le neurone émet des potentiels d'action qui arrivent au niveau de la terminaison axonale qui est représentée en haut. Suite à cette activation du neurone, il y a émission d'acétylcholine dans la fente qui se fixe sur des récepteurs à l'acétylcholine et qui sont en même temps des canaux au Na+. Le canal fait rentrer des ions Na+ à l'intérieur de la cellule, ce qui induit une dépolarisation qu'on appelle un potentiel postsynaptique excitateur. Ce potentiel postsynaptique excitateur n'est pas un potentiel d'action. Il va donc se propager avec atténuation le long de la membrane jusqu'à l'extérieur de la synapse. Au niveau de la partie externe de la synapse, tout près de la synapse, se trouvent des canaux responsables du potentiel d'action, des canaux Na+ et K+ voltage dépendant. Donc si malgré la diminution d'amplitude du potentiel postsynaptique excitateur, le potentiel atteint par la membrane du neurone dépasse le potentiel seuil d'activation des canaux Na+ et K+ voltage dépendant, alors il y aura ouverture de ces canaux, donc entrée de Na+ et sortie de K+, qui sera à l'origine de l'émission d'un potentiel d'action. Donc vous voyez que sur la surface d'une cellule musculaire, on a donc 3 types de canaux. D'une part, les canaux récepteurs à l'acétylcholine qui font rentrer du Na+, qui vont être responsables du potentiel postsynaptique excitateur. Ce potentiel postsynaptique excitateur se propage sur quelques micromètres en dehors de la synapse. Et là, en dehors de la synapse, vous avez des canaux Na+ et K+ voltage dépendants responsables du potentiel d'action. Et ce sont eux qui vont permettre l'émission d'un potentiel d'action si le PPSE reste supérieur au seuil d'émission du potentiel d'action une fois propagé. Reste à savoir maintenant comment la transmission synaptique est stoppée. Elle est tout d'abord stoppée par l'arrêt de la libération de neurotransmetteurs. Lorsqu'il n'y a plus de potentiel d'action qui arrive au niveau de l'élément présynaptique, il n'y a plus de libération de neurotransmetteurs. Donc déjà, ça permet d'arrêter la libération de neurotransmetteurs. Ensuite, certains neurotransmetteurs ont une certaine durée de vie dans la fente synaptique et pourraient continuer à activer l'élément postsynaptique. Pour cela, il existe des enzymes qui sont capables de dégrader des neurotransmetteurs spécifiquement. Par exemple, l'acétylcholinestérase dégrade l'acétylcholine et cette dégradation va permettre de stopper également la transmission synaptique. Les cellules gliales peuvent également participer à la réabsorption du neurotransmetteur et cette réabsorption peut également être réalisée par d'autres neurones, c'est-à-dire qu'ils vont capter le neurotransmetteur qui a été libéré dans la fente pour finalement diminuer sa concentration dans la fente et arrêter la stimulation du neurone postsynaptique. Ce schéma cybernétique vous permet de voir que finalement la transmission synaptique fonctionne exactement comme une chaîne de communication. L'élément émetteur, c'est l'élément présynaptique qui contient les vésicules de neurotransmetteurs.
Le transmetteur, c'est le canal dans lequel va transiter le neurotransmetteur, c'est la fente synaptique. Et l'élément récepteur de la synapse, c'est la membrane postsynaptique du neurone ou de la cellule musculaire qui émettra un potentiel postsynaptique en réponse au messager neurotransmetteur. Pour terminer ce diaporama, revenons sur les fonctions physiologiques des synapses inhibitrices et des synapses excitatrices, notamment dans le cas du réflexe de retrait de la patte ou de la jambe suite à une douleur aiguë ou un signal nociceptif aigu. Il s'agit en fait d'un réflexe polysynaptique puisqu'il met en jeu plusieurs synapses entre les neurones sensoriels et les interneurones et les neurones moteurs. Le potentiel d'action est transmis dans le neurone sensoriel jusqu'aux interneurones à l'intérieur du système nerveux central. Ces neurones sensoriels établissent une synapse excitatrice avec les interneurones du système nerveux central. Donc, ces interneurones font eux-mêmes contact avec une deuxième catégorie d'interneurones qui sont aussi localisés à l'intérieur de la moelle épinière, qui font donc le relais. Et ces deuxièmes interneurones régulent les motoneurones du système nerveux périphérique moteur somatique qui donc contrôlent l'extension et la flexion des deux jambes, donc du côté qui est piqué, unilatéral, et du côté contralatéral, c'est-à-dire de l'autre côté. Et donc vous voyez qu'il y a finalement à la fois des synapses inhibitrices et des synapses excitatrices qui sont mises en jeu entre les interneurones et les motoneurones du système nerveux périphérique moteur somatique. Au final, les interneurones vont établir des connexions synaptiques inhibitrices avec le muscle extenseur de la jambe qui va se plier, puisqu'elle va se plier pour fuir la lésion ou la piqûre, alors que le muscle fléchisseur de la jambe qui est piqué, qui est stimulé, lui va être stimulé. Donc ça va permettre la flexion de la jambe qui est piquée ou qui est stimulée. A l'inverse, de l'autre côté, pour prendre appui sur l'autre jambe, c'est le muscle extenseur qui va être stimulé grâce à une synapse excitatrice entre l'interneurone et le motoneurone qui régule ce muscle-là. Et au contraire, le muscle de la flexion va être inhibé. Et donc là, le muscle de la flexion de la jambe contralatérale va être inhibé grâce à une synapse inhibitrice entre le motoneurone et l'interneurone du système nerveux central. Donc vous voyez que dans un circuit, il y a toujours des synapses inhibitrices et des synapses excitatrices. Et donc c'est au cours du développement que se décide si tel ou tel neurone deviendra inhibiteur ou excitateur en fonction du type de neurotransmetteur qu'il synthétisera. Voilà pour la fin de ce diaporama sur la communication intercellulaire. Donc ce sont des notions assez complexes. Nous allons revoir tout ça en travaux dirigés et en travail pratique. À bientôt!